Une fois connecté, il a son interface. 2 autres services du secteur judiciaire viennent d'être digitalisés. Il s'agit de la demande de duplicata du certificat de la nationalité togolaise et le suivi du traitement en ligne du certificat mère. La plateforme digitalisée a été officiellement lancée jeudi 19 janvier à la direction de la nationalité en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de plusieurs autres personnalités. Cette action soutenue par la commission UEMOA s'inscrit dans la politique du gouvernement, celle de rapprocher les services publics de la population et de moderniser la justice. La digitalisation des services publics est un grand pas pour l'amélioration des prestations de services dont le peuple togolais doit bénéficier. Cela est fort utile pour le progrès et le développement de notre nation. Cette première étape a été d'ailleurs précédée par le souci de déconcentration progressive de la délivrance des duplicata. Cela a été réalisé par la mise en place des outils techniques de duplication dans les chefs-lieux de région et aussi dans certaines préfectures qui ont été choisies. Et bientôt, lorsque les moyens matériels, techniques le permettront, nous pourrions faire un maillage complet du territoire national. La procédure d'achat en ligne des duplicata de la nationalité et de suivi en ligne du traitement du certificat mère a été présentée et expliquée au public présent. Il suffira d'accéder au portail digitalisé des services publics en saisissant service-public-gouv.tg pour suivre les instructions. Vous accédez à la plateforme, vous faites votre demande, vous payez en ligne et le service ou le centre de traitement vous fera signe pour vous dire que votre duplicata est prêt à être retiré. Et ce duplicata pourra être retiré soit par vous-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne que vous aurez choisie. Généralement, nous ne donnons pas plus de 24 heures. S'agissant du suivi du traitement des premières demandes, sincèrement, nous exhortons nos concitoyens à venir par eux-mêmes faire leur dépôt. Parce que sans enregistrement de la demande dans la base de données de la direction, le suivi ne sera pas simplement possible. Evelougne Djadje a été le premier à bénéficier officiellement de ce service. Il nous donne son appréciation. Avant, vous devez vous déplacer pour venir ici à ce service, faire la queue, faire la demande, on va vous dire d'attendre, vous allez attendre ici. Vous pouvez venir le matin ici, attendre jusqu'à peut-être vers 11 h avant d'accéder et de le faire. Et maintenant revenir après pour le retrait. Mais pour cette fois-ci, pour la digitalisation, je pense que ça nous a permis de le faire en ligne et de venir retirer en même temps comme vous voulez. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ce n'est qu'une première étape selon le ministre en charge de la législation dans la digitalisation totale du service de nationalité. Ceci, il faut le noter, ne concerne que le nouveau format du certificat de nationalité, raison pour laquelle le ministre a encore une fois exhorté les citoyens titulaires de l'ancien format à se faire établir le nouveau. C'est depuis 8 ans que l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques ADA de Togo est à l'œuvre sur le terrain. Mais malheureusement, elle est peu connue du grand public. Voilà ce qui explique l'organisation de cette rencontre, un atelier de plaidoyer initié par les responsables pour la visibilité de cette association qui a pris à bras le corps la question des aides ménagères et domestiques. C'est pour que la visibilité de ADAD soit faite. Parce que ADAD, elle défend les droits des domestiques et des aides ménagères, mais elle n'est pas visible. Personne ne connaît ADAD. Nous pensons également que grâce à cet atelier, les autres sauront qu'il y a une organisation. C'est l'occasion pour nous de lancer appel aux autorités pour la ratification de la loi 189 de l'OIT. Parce que si la ratification se fait aujourd'hui, nous pensons que
Le travail de l'aide ménagère doit être reconnu comme un travail décent. Nous voulons être une référence au Togo. Haddad Togo va en guerre contre les exploitations abusives, la maltraitance, les violences et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des ménagères et domestiques. Du chemin a été parcouru et les responsables projettent mieux faire en comptant aussi sur l'accompagnement des acteurs pour gagner le pari. Nous avons fait les sensibilisations, nous avons fait l'atelier de juridique, des formations des filles et des domestiques qui vont dans le même sens que la défense des droits des travailleuses domestiques. Nous avons plein de projets à venir. Nous avons beaucoup de difficultés. Et si nous franchissons ces difficultés aujourd'hui et que la visibilité de Haddad est reconnue, nous savons que n'importe où nous passerons, nous aurons les portes ouvertes. Nous voulons que les plaidoyers, formations pour les travailleurs et travailleurs domestiques puissent continuer pour que nos camarades qui sont dans les lieux reculés aussi puissent connaître que vraiment nous aussi nous avons droit et nos devoirs. Soulignons qu'Haddad Togo est une association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle qui a son siège à Agoué Plateau. Cette association fonctionne sur la base de ses moyens et est ouverte à toute personne qui souhaite y adhérer. Si la prise en charge n'a pas été précoce, sont entre autres la surdité, c'est-à-dire que la personne peut devenir sourde, elle peut même devenir muette. Et même il y en a qui peuvent sortir aussi avec une réduction de la mobilité, c'est-à-dire qu'une personne peut guérir mais rester infirme. Et le pire, c'est la mort. Ce sont là quelques complications de la méningite. C'est une maladie contagieuse caractérisée par l'inflation des méninges. Elle fait souvent son apparition en période d'harmattan et ne met personne à l'abri. La méningite est causée par des bactéries et des virus. La méningite peut être entraînée par tout ce qui est microbe, mais particulièrement c'est souvent les bactéries et les virus qui sont à l'origine, parmi lesquels on peut peut-être citer le Neisseria meningitidis, l'hémophilus influenzae de type B, le pneumonier, le streptococcus pneumoniae et autres germes. Ça peut être aussi des virus. Et ces virus-là sont souvent transmis d'une personne à l'autre à travers donc les gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive-là peuvent être projetées lors de la toux, de l'éternuement même au moment où nous parlons. Et ces gouttelettes-là vont se retrouver dans la nature et voire même dans la poussière. C'est pour cette raison que généralement la méningite déclenche surtout en temps de poussière, surtout au moment de l'harmattan où il y a de fines particules de saleté dans l'air, où il y a aussi des microbes. C'est comme ça la contamination se fait en respirant soit de l'air déjà souillé ou contaminé, ou bien en étant en contact étroit avec une personne qui fait la maladie. La méningite se manifeste sous diverses formes et voici les signes cliniques les plus reconnus. On appelle cas suspect, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale. Et ça peut être une température qui est supérieure à 38,5 ou une température axillaire qui est supérieure à 38 degrés, qui peut être donc accompagnée d'autres signes méningés comme les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête violents, les vomissements, et aussi de la raideur de la nuque chez un adulte et chez un nourrisson du bombement de la fontanelle. Diagnostiquer le mal le plus tôt possible permettra d'assurer une meilleure prise en charge des patients, mais il est préférable de prendre des mesures idoines pour prévenir la méningite. Cette prévention passe aussi par la vaccination. Il y a un traitement bien adapté à la méningite qui permet donc de guérir ou d'amener le malade vers la guérison. Et avant de procéder au traitement, normalement, on passe donc à la confirmation au laboratoire pour savoir quel est le germe en cause.
Et c'est en fonction du germe, on sait quel médicament utiliser. Souvent, c'est des bactéries et la plupart du temps, donc, c'est des antibiotiques. On utilise à des doses bien respectées pour que le malade puisse guérir. La prévention passe par donc des mesures d'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mains propres. Il faut éviter des endroits poussiéreux. Et surtout, il faut donc éventuellement, quand on est exposé à la poussière, porter les cache-nez. Il faut éviter aussi d'être en contact avec les patients faisant la méningite. Des conseils utiles à mettre en application afin de lutter et de prévenir la méningite. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs. Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque, la grossesse survient chez une adolescente. Les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont soldés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi. Viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021, par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir, son épanouissement.